Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que cette cérémonie est un moment symbolique important, presque solennel, mais aussi parce que c'est avec mes nouveaux habits, en ma qualité de ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que j'ai tenu à être présente aujourd'hui. Alors à travers cette cérémonie, c'est votre engagement, c'est votre fidélité que nous souhaitons saluer. Car c'est une partie de votre vie que vous avez consacrée à l'attractivité de nos entreprises et à la compétitivité de notre économie. Nous vous devons à ce titre toute notre reconnaissance. Le travail, c'est avant tout la liberté. Le travail vous a rendu libre. Mais cette liberté ne se gagne qu'à partir du moment où l'on accède à l'emploi. Vous êtes à ce titre des exemples pour beaucoup de Français qui se battent chaque jour en faveur de l'emploi. Nous devons collectivement faciliter les conditions de tous et toutes à l'emploi. C'est un enjeu de cohésion nationale, c'est un enjeu d'émancipation. Nous le devons aux nouvelles générations. Je vous remercie. Vive la ministre. Alors, la suite de la procédure consiste à remettre donc la médaille du travail. Et j'ai besoin de savoir qui parmi vous a le plus travaillé dans sa vie. Alors, je vais regarder les personnes qui ont des cheveux pas tout à fait colorés. Alors, qui a travaillé, alors, qui a peiné plus de 30 ans. Il y a eu des gens, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Vous êtes fous. 35 ans 35 ans Ouais. 40 ans Ah non. 40 ans, madame, plus de 40 ans. 45 Vers 45 ans je me dois de vous remettre la médaille du travail. On peut l'applaudir. Vous êtes prénom? Monique. Les prénoms. Monique, bravo. Vous étiez dans quel domaine? Éducation. Éducation. 45 ans de travail fidèle, du coup. Fidèle au poste. Alors, ce discours que je viens de vous faire, vous avez peut-être reconnu qui l'a prononcé. C'était en septembre 2015, dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'était donc la ministre du Travail de l'époque. Il s'agissait de... Non. Non. Madame Myriam El Khomri, qui, dans le cadre de la remise des médailles du travail du 18e arrondissement de Paris, nous a fait ce magnifique discours. Est-ce que vous connaissez déjà tous et toutes la médaille du travail? C'est quand même très important à connaître. Non, moi je connais pas. Voilà, donc on va apprendre des choses. Alors, l'idée est simple, c'est depuis 1945, c'est un dispositif d'État. Avant, c'était des médailles militaires, des médailles honorifiques. Et ça a fusionné en 1945 pour proposer à tous les travailleurs une sorte de récompense un peu symbolique, honorifique, pour reconnaître la peine et tous les efforts qu'ils avaient faits pour leur entreprise et donc l'économie nationale. Alors, il y a 4 types de médailles. Seulement, quand vous avez 20 années d'ancienneté, alors avant c'était dans une seule et même organisation, maintenant ils se sont adaptés, si vous bougez ça marche aussi. 20 années d'ancienneté, nous avons la médaille de carton. Non, ils y croient vraiment. Et d'ailleurs, ils y croient vraiment qu'il n'y a même pas de médaille de bronze. C'est la médaille d'argent, direct. Donc 20 ans d'ancienneté, médaille d'argent. 30 ans d'ancienneté. Médaille d'or. Et non, il y a un piège. La médaille de vermeil. Monsieur a une culture très pointue des médailles. 30 années d'ancienneté. Non, j'ai jamais. N'importe quoi, excusez-moi. 35 années d'ancienneté. La médaille d'or.
Et mesdames et messieurs, 40 années d'ancienneté. Diamant. Platine. Une place au cimetière. C'est pas la médaille de cimetière, non. C'est la grande médaille d'or. Et là, c'est le Graal. Le Graal. Alors, cette médaille, quand vous la demandez, vous pouvez la demander en tant que travailleur, travailleuse, mais dans la plupart des cas, c'est l'employeur qui la demande pour vous. Ça consiste en quoi? Vous recevez un petit diplôme de bon travailleur. Vous recevez également une petite rosette. Une petite rosette comme ça. Et vous pouvez recevoir une médaille métallique. Donc cette médaille qui coûte jusqu'à du coup 1100 €, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. La grande médaille d'or, elle vaut 1100 € à l'achat. Mais elle n'est pas prise en charge. Quand vous la demandez, vous ne recevez pas la médaille, il faut la payer vous-même. Oui, bien sûr. Ça peut être l'employeur qui vous la paye, mais si vous la voulez vraiment, c'est à vous de payer. Évidemment. Alors, ce dispositif ne prévoit en aucun cas une rétribution de la part de l'employeur, sauf dans certains cas particuliers, et je crois que le service public est concerné par ça, vous pouvez avoir une petite gratification financière. Ce dispositif est réservé évidemment aux salariés, même si les lobbyistes de droite travaillent dur pour justement aussi reconnaître la valeur des indépendants et des entrepreneurs sur cette médaille du travail. Et du coup, ça risque de passer dans les années à venir aussi, en tout cas, du côté des entrepreneurs et des indépendants. Des patrons. En gros, les patrons, ils auront aussi la médaille du travail. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est du bullshit en fait, cette médaille du travail. Donc je voulais savoir si les gens pensaient comme moi, je voulais savoir si beaucoup de personnes bénéficiaient de ce dispositif en France. J'ai donc appelé le ministère du Travail. Et donc je suis tombé sur le service d'accueil, j'ai demandé le service des médaillés du travail, je suis tombé sur le service d'accueil des services des médaillés du travail, sur une dame. Et donc je lui ai demandé, excusez-moi madame, je suis chercheur indépendant, et je cherche à savoir si beaucoup de personnes en France, combien de personnes, en 2023 en l'occurrence, ont eu la médaille du travail. La personne me dit, c'est une donnée confidentielle monsieur, je ne peux pas vous donner ça. Moi ça me surprend déjà. Je dis, donnez-moi un ordre d'idée, j'ai besoin de savoir s'il y a 50 personnes, 500, 5000, 5 millions de personnes qui ont cette médaille tous les ans. Ça, on a le droit de le savoir, donnez-moi un ordre d'idée. Monsieur, je peux juste vous dire que pour la promotion 2022-2023, nous avons eu 2500 médaillés du travail pour le département du Bas-Rhin. Moi, je suis du 44. Donc, j'ai pas compris pourquoi elle me parlait du Bas-Rhin déjà. Mais bon, je lui dis merci et je lui dis ok, je vais me débrouiller avec ce chiffre. Donc, j'ai fait mon petit calcul et on arriverait chaque année, encore aujourd'hui en 2024, à entre 50 000 et 300 000 personnes qui ont la médaille du travail, en tout cas qui l'ont. La grande ou toute? Alors, une médaille du travail. Une médaille du travail, que ce soit argent, vermeil, or ou grande médaille d'or. En France. Ça représente quand même un paquet de personnes à faire travailler, hein. Ça crée de l'emploi. Quand même, donc ça, on peut quand même reconnaître la fonction de ce service du ministère, c'est que ce service des médailles du travail, il crée de l'emploi. Et peut-être même que ces gens ont la médaille du travail. Bref, moi je vous annonce tout de suite que j'aurai jamais la médaille du travail. Non, je pense que ça me concerne pas trop. Alors on va parler de travail pendant 1h30. Moi je suis là déjà en ma qualité de trentenaire feignant et rebelle des temps modernes. Je suis là en ma qualité de gesticulant du coup qui a été formé il y a 2 ans. Et je suis aussi là en ma qualité de bénévole d'une grande association que vous connaissez peut-être. Cette association, c'est la Société, évidemment. Et donc, pour revenir à ce discours de Madame El Khomri, il y a déjà un paradoxe qu'on peut mettre en avant, c'est que
D'un côté, dans son discours, Madame Myriam El Khomri, elle fait passer le travail pour quelque chose de... un privilège, pour quelque chose qui doit être perçu comme une chance, l'accès à l'emploi. Mais d'un autre côté, Myriam El Khomri, quelques mois plus tard, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a fait passer la loi travail, la loi El Khomri, qui cassait du sucre sur le dos des travailleurs. Donc il y a un truc, c'est on fait passer le travail pour une sorte de faveur, et de l'autre côté, on prend des décisions en défaveur des travailleurs. Premier paradoxe à mettre en avant, moi je l'ai appelé le manège des politiques. Vous allez voir, on va essayer de déconstruire justement le concept de travail grâce à plusieurs paradoxes. Et n'essayez pas de lire parce qu'on voit peut-être un petit peu ce qui est marqué. Alors, petite question pour comprendre aussi quel est votre rapport au travail, parce que j'adapte mon discours en fonction des gens, je dois l'avouer. Question simple, alors je fais exprès de ne pas définir le travail. Il y a des gens très pointilleux qui me le reprochent, mais c'est volontaire. Vous allez comprendre pourquoi après, donc ne vous inquiétez pas. Le travail, quel est votre rapport au travail ? Comme ça, spontanément, individuellement, je vais vous demander de vous positionner grâce à votre corps. Vous allez rester assis. Hein. Alors, le travail, si pour vous, c'est quelque chose d'horrible, vraiment, ça vous rebute, vous restez assis. Accroupi, attendez, j'ai pas fini. Accroupi, le travail, c'est pas terrible quand même, c'est pas fou. Le travail, c'est chouette, c'est cool. Le travail, c'est génial. C'est la vie. Pareil, spontanément, comme ça, qu'est-ce qui vous viendrait ? Vous n'êtes pas obligé de jouer à ce jeu, vous pouvez faire ça, mais vous serez considéré comme quelqu'un de pas fun. De pas marrant, quoi. Donc, je vous laisse vous exprimer. Donc, horrible, ouais, chouette, super. Ok. Alors je vais demander à ceux qui sont accroupis, je vais vous demander de vous rasseoir, mais les autres, je vais vous demander de rester debout. Parce que je vais interroger quelqu'un qui est debout et quelqu'un qui est assis. Alors Monique, c'est rester assise ? Non, je suis pas drôle. Ah, t'es pas drôle. Valérie est restée assise. Pourquoi ? Oui, parce que pour les raisons que tu as dit, c'est que je trouve pas que ce soit la définition que nous on a ici, c'est pas drôle le travail. C'est pas drôle le travail, je suis plutôt d'accord. Et ton prénom ? Moi ? Oui. Mariano. Mariano, tu t'es mis debout. Oui. Pourquoi ? Parce que je rencontrais des gens tout à fait intéressants, j'ai eu plaisir à travailler avec eux, à réaliser des choses, voilà. Très bien, bonne expérience. Très bien, je ne vais pas interroger tout le monde, mais je vais peut-être vous interroger après, vous inquiétez pas. Même question sur le chômage. Le chômage, c'est quelque chose de terrifiant. Terrifiant, c'est horrible à vivre. Pareil, vous répondez pour vous, hein. Vous ne répondez pas pour la société, pour vous. Le travail, c'est terrifiant, vous restez assis. Le chômage, pardon. Le chômage, c'est quand même pas évident à vivre, quoi. C'est pas une expérience qui est chouette. Le chômage, ça peut quand même être sympa, quoi. Donc, le chômage, c'est quand même cool. Certains aspects du chômage. Le chômage, c'est la vie. Alors, je vous laisse vous exprimer. Chômage, votre rapport au chômage. Alors, est-ce que ça va être l'inverse ? Pas trop, hein. Chaque fois, c'est marrant. Les gens, ils savent pas trop. Quelqu'un qui veut pas jouer. Alors, Michel est resté accroupi, pourquoi ? Là, j'ai jamais été au chômage. Ah, oui. Fonctionnaire, jamais au je chômage. sais pas si je dois féliciter, mais... Maintenant, voilà, moi je fais comme Thierry. Ok, C'est-à-dire que réflexion-extension. j'aimerais dire à un chômeur que c'est formidable. Mais j'ai l'impression que je le dis parce que moi je n'ai jamais été. Oui. Moi je suis un déstressé du travail. Donc, Très bien. bon, voilà. Merci Michel. Et quelqu'un qui s'est levé, ton prénom ? Paul. Paul. Pourquoi ? Et ben, parce que ça libère du temps. Ça libère du temps. Plutôt une réponse qui s'entend. Et la dernière question que j'ai à vous poser, je commence à peu près à sonder un peu. On a une belle bande d'anarchistes quand même.
Quel est votre jour préféré de la semaine, tout simplement? En ce moment. Alors, s'il y en a un, en tout cas, si vous en avez eu un dans votre vie, vous pouvez vous exprimer. Lundi, vous restez assis. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je refais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vous laisse, pareil. Oula! Alors, pareil. Les retraités, ils ont du mal à se positionner, c'est normal. Mais les retraités sont pas fun, bon. Comme le sport, en tout cas. Alors, on bouge pas. Fleur est restée assise. Mais autant je suis restée assise pour le travail et debout pour le chômage, autant j'aime bien le lundi, puisque j'aime bien ce que je fais. Ok. Bon, c'est une bonne réponse. Le lundi, un lundi joyeux. Et donc, Thierry? Le samedi, Ouais. c'est un peu paradoxal parce que j'ai dit que j'aimais plutôt bien travailler, donc je vais réfléchir à faire quoi le samedi. Je crois que c'est encore plus drôle quand même de... Mais t'as des super grands bras, hein, en tout cas. Ça fait un peu peur d'ici, je me dis, bah, il pourrait tout mettre. Donc, moi, je fais ce petit exercice depuis 2 ans, là. Je remarque quand même qu'il y a plus de vendredi-samedi que de lundi-mardi. Même si c'est contrasté selon les groupes. À votre avis, pourquoi? Pourquoi le vendredi et le samedi sortent plus? Vendredi, c'est la perspective du temps libéré, et samedi, c'est le temps libéré avant le dimanche où on sait qu'on va retourner au lundi, donc c'est déjà gâché. Ok. Et donc, c'est une réponse qui dépend un peu de, finalement, du travail. Pourtant, c'était pas la question du jour. Je vous rappelle que je vous ai juste demandé quel est votre jour préféré de la semaine. Moi, je dis ça, je dis rien. Bah oui, parce qu'on voit que le travail remplit aujourd'hui, en tout cas le travail dominant, remplit plusieurs fonctions qui sont essentielles pour les êtres humains. Il y en a 4 selon les spécialistes que j'ai un peu lus. Donc il y a la socialisation, le fait de rencontrer des gens, de discuter avec des gens. Ensuite, vous avez la fonction... la production, oui. Épanouissement. Voilà, la signifiance, le fait, ça nous donne du sens. Vous avez la subsistance, c'est ça. Et on peut peut-être en citer une 5e, qui est l'occupation, ça nous occupe. On n'y pense pas assez, mais ça nous occupe. C'est un sujet qui est quand même sensible, je le constate depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à réfléchir sur cette question. Et c'est surtout un sujet sensible dans ma famille. Voilà papa, c'est la fin de mes études et puis je voulais te dire que j'avais décidé de faire une année de bénévolat pour créer une association. Donc ça, voilà, je voulais juste t'en informer. Ah bah tu fais bien ce que tu veux Mathieu, tu fais bien ce que tu veux. 1 an plus tard. Alors papa, le but c'était de créer une association pour créer mon travail, mais c'est un peu compliqué l'associatif avec les subventions, c'est assez compliqué de lever des sous, mais je t'annonce que je vais quand même repartir sur une 2e année de bénévolat parce que je m'amuse vraiment beaucoup et j'apprends énormément de choses. Ah bah tu fais bien ce que tu veux Mathieu, il n'y a pas de souci. Bon, 1 an plus tard. Papa, tu vas être fier de moi. J'ai créé mon association et dans cet asso, j'ai même créé mon travail. J'ai réussi à financer un poste. Bon, j'ai arrêté. Puis après, je me suis mis à travailler pour Pôle emploi parce que je voulais voir l'intérieur de la machine. Et puis, j'ai arrêté parce que, en fait, papa, je crois que j'aime pas le travail. Pardon ? Voilà, je crois que j'aime pas le travail, j'ai autre chose à faire en fait. Parce que tu crois que t'avais le choix ? Bah peut-être papa. Peut-être qu'on a le choix. En fait, c'est un sujet un peu tabou de critiquer frontalement le travail aujourd'hui.
y compris à gauche. Et je trouve ça intéressant de se bousculer sur ce sujet en ayant un point de vue radical comme le mien. Vous allez comprendre aussi pourquoi je dis ça. Pour moi, il n'y a rien à garder. Rien. Je fais exprès d'être aussi radical avec vous parce que je sais que vous êtes déjà sensible au sujet. Donc j'aimerais bien vous bousculer un petit peu quand même. Même si ça va être compliqué pour certains. J'en suis arrivé à ma réflexion après avoir écrit un petit livre sur le sujet, après avoir bossé à Pôle emploi, après avoir créé 2 assos et 2 collectifs sur le sujet. J'en suis arrivé à l'éviter dès que possible. C'est pas tout le temps possible, mais ça a été possible pour moi pendant quelques années. Mais bon, j'ai dû me reconfronter à ce marché dernièrement. Au cours de cette réflexion, je suis tombé sur un petit livre qui s'appelle Le Papa Lagui et qui m'a quand même pas mal aidé. Je sais pas si ça vous... C'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie. Ah, il y en a qui connaissent. Le Papa Lagui. Papa Lagui, donc c'est l'histoire. Donc c'est un livre qui est sorti en 1920 quand même en Allemagne. Il a été réédité des dizaines de fois, écrit par un Allemand, et il retrace les propos d'un chef de tribu des îles Samoa qui serait venu en Europe au début du XXe siècle. Alors on ne sait pas trop si ce personnage a existé ou pas, parce que c'est un livre qui a été un peu décrié pour ça, mais par contre c'est un livre quand même qui fait le taf, quoi, qui pour le coup qui fait de l'effet. Parce qu'il retrace les propos d'un chef de tribu qui vient en Europe et qui vient voir la modernité européenne, c'est quoi ? Mes amis, installez-vous autour de ce feu. Je vais vous raconter ce que j'ai vu en Europe. L'homme blanc, que nous appelons le Papa Lagui du coup, vit dans des coffres en pierre, empilés, séparés par des fentes bruyantes et grises. Quand un blanc gagne suffisamment d'argent pour sa nourriture, sa hutte, sa natte et d'autres choses encore, il fait aussitôt travailler son frère, avec l'argent qu'il a en plus. Il lui donne d'abord le travail qui a rendu ses propres mains sales et calleuses. Il lui fait porter les déchets qu'il a lui-même produits. Alors, il a du temps pour un travail plus grand, plus important, plus joyeux, plus fort, avec lequel les mains restent plus propres, et les muscles plus légers, pour lequel il reçoit plus d'argent. Il y a beaucoup de blancs qui entassent l'argent que d'autres ont fait pour eux, le portent dans un lieu sûr où il est bien gardé, jusqu'à ce qu'un jour il n'ait plus besoin de travailler. Car maintenant, l'argent travaille pour eux. Je n'ai jamais bien compris comment c'était possible, sans quelque terrible sorcellerie. Mais en réalité, c'est ainsi. L'argent se multiplie comme les feuilles d'un arbre, et l'homme s'enrichit même pendant qu'il dort. Donc c'était le capitalisme selon du coup, l'auteur du Papa Lagui. Le capitalisme, donc vous le savez sûrement, c'est un système, une organisation sociale fondée sur 3 principes. Je le rappelle parce que j'ai la chance d'être filmé aujourd'hui. La propriété privée des moyens de production, la recherche de profit comme un idéal un peu suprême, et la possibilité d'accumuler ces richesses à l'infini. Il n'y a pas de plafond. Et pour se mettre en œuvre, il y a quand même un outil qui est au milieu, c'est le travail. Ce qui permet à des gens d'exploiter d'autres personnes. Ça fait 250 ans, 300 ans qu'on a posé un mot dessus. En tout cas, c'est un mot qui est apparu à peu près en même temps. Ce mot, c'est le mot travail. Alors, quelques activités que j'aimerais, pareil, que vous vous positionnez dessus pour savoir si c'est du travail ou pas. Par exemple, est-ce que pour vous, couper du bois, si je vais couper du bois, là, c'est du travail? Pour vous, c'est du travail ou pas? Non. Vous pouvez lever la main pour ceux qui me disent que c'est du travail, s'il vous plaît. Ouais. 3 personnes. Est-ce que envoyer un mail, c'est du travail? Vous pouvez lever la main aussi? Ça dépend. Ça dépend, ok. On a beaucoup de philosophes. Je vois qu'on a beaucoup de philosophes aujourd'hui. On est poussé, hein. Ça dépend.
Est-ce que garder ses enfants, c'est du travail? Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Vous avez des enfants? Oui. 1. Donc les autres, non, c'est pas du travail. On ne doit pas le considérer comme du travail. Non? C'est une activité. Parce que j'ai beaucoup de gens qui, normalement, lèvent la main. Et oui. T'as même au bout de 4 jours là. Hein. Oui. Là, je vais vous assommer. Est-ce que, pour titiller monsieur qui a levé la main, est-ce que parler à ses enfants, c'est du travail? Donc vous parlez pas à vos enfants quand vous les gardez? Ils parlent pas encore. Ils parlent pas. Ah. C'est la bonne réponse. Toi, tu sais pas. Moi je parle, mais ils parlent pas encore. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de ce concept de travail, c'était en philo, en terminale, et notre prof, il a fait un truc comme ça. Attention, soyez vigilants. Il a fait, regardez bien. Ceci est du travail. Donc on était avec des yeux comme ça, et on comprenait pas pourquoi il disait ça. Mais parce que pour la plupart, je dis pas tous, mais la plupart des philosophes, elles travaillent toutes les activités humaines qui nous permettent de transformer à la réalité. On va pas parler de travail dans ce sens philosophique. Moi, ce qui m'intéresse comme travail, c'est le travail qui a derrière la question la plus posée au quotidien, en fait, en France, et peut-être dans le monde. Cette question, c'est qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu fais quoi? Juste, et toi, tu fais quoi? Ça marche. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis maraîcher. Monsieur est maraîcher. Est-ce que c'est une réponse qui vous convient? Oui. Ouais. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi elle vous convient. C'est la propriété. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc Paul n'a pas, donc quand je lui ai posé cette question, tu fais quoi? Il n'a pas répondu ce qu'il était en train de faire. C'est la première information. Il n'a pas dit, bah, je suis en train d'écouter. Il s'est fait avoir. Ensuite, il m'a pas dit, alors peut-être que c'est le cas, mais il m'a pas dit ce qu'il aimait le plus faire. C'est vrai que ça aurait pu être une possibilité. C'est peut-être ce qu'il aime le plus, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Il aurait pu me dire, je suis banquier d'affaires, ça nous aurait convenu. Bon, on peut adorer ce métier. Il aurait pu me dire ce qu'il fait le plus en ce moment, mais on ne sait pas trop si c'est ça. Je pense pas que ça soit ça, parce que j'ai fait le calcul pour quelqu'un qui travaille à 35 heures de manière classique. C'est un petit tiers du temps d'éveil. Hein. Bon, là, c'est le temps d'éveil. Hein. On a environ 112 heures, si je prends 8 heures de sommeil par nuit, on a 112 heures de reste de temps d'éveil. Et pour le coup, si on prend 35 heures, bon, 35 heures strictement, on est à 30%. Donc Paul, j'ai l'impression qu'il me parle quand même de ces 35 heures. Il m'a pas parlé des 77 heures, si vous voulez. Donc c'est pas ce qui lui prend le plus de temps en fait, dans le camembert. Donc on pourrait se dire, c'est peut-être ce qu'il fait le plus souvent comme activité. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Et dernièrement, on m'a demandé ce que je faisais. Je dis qu'en ce moment, je lisais énormément. Je lis. Je bouffe du livre, mais la personne m'a regardé bizarrement. La personne m'a regardé bizarrement parce que pour elle, c'était pas une bonne réponse, légitime. Donc, la réponse, c'est quoi en fait? Quelle est la bonne réponse pour pas passer pour un uluberlu? Son emploi. C'est son emploi. C'est l'activité régulière pour laquelle on est rémunéré. Que ça soit sous forme d'ailleurs d'entrepreneuriat ou de salariat. Mais c'est ça en fait le travail dominant dans la vie de tous les jours. Les gens ne sont pas des philosophes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hier matin devant la gare, parce que je me suis engagé avec la personne, Marcelo, SDF, il vient vers moi, il me demande 1 euro pour prendre un café. Je vois, c'était ma première interaction sociale de la journée. Je me suis dit, allez, on prend un petit café avec Marcelo. Donc, alors, il voyait que je sortais mon portefeuille, donc il m'a demandé, tu vas à ce foutu travail? Première question. Je lui dis, bah non, pas aujourd'hui, mais lundi, ça repart.
Et après, il a commencé à me raconter que lui, il avait bossé pendant 12 ans dans l'industrie, à Toyota, qu'il avait des hernies discales à n'en plus finir et que ça l'avait mis à la rue. Voilà, ça c'est le travail du quotidien. Ça c'est le travail, on va dire, qui est perçu et parlé par l'ensemble, 99% des gens avec qui vous ne connaissez pas dans la rue. Quand vous leur parlez de travail, vous ne leur parlez pas de travail philosophique. Vous leur parlez d'exploitation, d'emploi. Ça c'est précisé. C'est important parce que beaucoup de gens dans mon monde là, de petits bourgeois intellectuels vont me titiller là-dessus. Ils ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils voient le travail comme quelque chose de beaucoup plus large. Et parce qu'ils font un travail intéressant qui leur permette de se lever le lundi. On y reviendra. Bref, moi cette réflexion, elle a surtout commencé durant mes études. Alors après le bac, si tu voulais, j'étais bon élève et j'étais en STAPS. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de STAPSiens. C'est assez rare, mais parfois il y en a. Les STAPSiens, c'est ceux qui font une fac de sport parce que j'étais bon en sport. Moi, mes parents, je vous précise tout de suite, mère fonctionnaire à la Poste depuis 35 ans, secrétaire de direction dans les bureaux, un salaire à moins de 2000 € après 35 ans de fidélité à la Poste. Et mon père a été boucher pendant 35 ans. Il s'est rompu, il a fini par se rompre les ligaments. Ici, on appelle ça la coiffe des rotateurs, la maladie du boucher, parce que quand vous coupez trop de viande... Voilà, donc il a été licencié économique et aujourd'hui il s'est reconverti, il est livreur. On parle pas politique à la maison. J'ai eu une enfance très heureuse, j'ai 2 petits frères. J'essaie de montrer l'exemple en tant qu'aîné, donc j'ai de très bonnes notes, mais ça va leur mettre la pression après. Et je vais en STAPS en fait. J'ai une mention très bien au bac, ma famille est sur le cul, mais je vais en STAPS. Alors ma prof d'SVT, elle me dit mais t'es fou, va pas en STAPS, va en prépa, va en médecine, va faire une école d'ingénieur, mais va pas en STAPS, va pas à la fac de sport. J'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. J'ai pas compris. Et en fait, en STAPS, je regrette pas du tout d'avoir fait cette filière parce qu'en STAPS, vous avez une diversité de cours que vous avez peut-être par ailleurs. Vraiment. Vous avez de l'anatomie, de la physiologie, vous avez de la psychologie, de la sociologie, l'éducation, la didactique. Vous avez du management. Vous avez, du management, c'est pas ouf, mais vous avez une variété de sujets qui est assez dingue. Et moi, c'est la sociologie qui m'a retourné le cerveau. Parce que notre prof, on avait un super prof, et il nous a dit, mais vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que, en fait, le système attend de vous que vous soyez là, finalement. Parce que moi, j'avais des potes, ils avaient un 10,5 de moyenne au bac, ils allaient en médecine. Parce que les parents, ils étaient là pour leur dire, tu vas là ou là, mais tu vas pas là ou là. Et moi, vu que j'aimais le sport, j'étais, on va dire, dans une voie de confort. Mais en fait, j'ai pas vu la reproduction sociale. C'est ce qu'appelle du coup Pierre Bourdieu je crois que c'est Pierre Bourdieu qui dit ça. Et donc j'ai pris cette claque de la sociologie il y a 12-13 ans. J'ai aussi compris en sociologie ce que c'était l'ascenseur social. Donc c'est une croyance de mes parents et de peut-être vos parents ou peut-être des personnes qui sont là parmi nous aujourd'hui. C'est cette idée que dans la vie, il faut au moins avoir un même niveau de vie que ses parents ou plus. Et avant, c'était assez facile de le faire grâce à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Aujourd'hui, c'est plus possible en fait, il faut le dire aux gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, dont mes parents, surtout mon père, qui n'a pas compris que c'était plus possible. On avait beau avoir 5 niveaux d'études de plus, on avait finalement le même niveau de salaire. Donc c'est beaucoup plus compliqué. J'ai oublié donc de vous révéler le deuxième paradoxe qui est le travail solaire, au sens où Paul il a parlé de maraîchage, alors que c'était pas ce qui lui prenait le plus de temps dans sa semaine. Donc c'est quand même un paradoxe. Et là je suis en train de vous révéler le troisième paradoxe. C'est pas parce qu'on a les meilleures notes à l'école qu'on va avoir les meilleures études. Donc le mérite s'est effondré. Il y a 12 ans pour moi, cette société du mérite, j'y croyais un petit peu, mais en fait j'ai arrêté d'y croire. Donc j'ai compris que ceux qui allaient vers des filières d'excellence, qui étaient reconnus par la société,
n'étaient pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes à l'école, les plus méritants. Et donc j'ai aussi réalisé qu'il y avait 2 ascenseurs. C'est ça aussi qui est intéressant en sociologie, c'est qu'on nous apprend à regrouper les humains, alors ça c'est des faux, mais à regrouper les humains par groupe, en fonction des intérêts, en fonction de façon de se comporter et de penser. Donc ça, je vous présente le magnifique immeuble des classes sociales. Donc vous connaissez peut-être. Donc au rez-de-chaussée, on a un bon 50% de la population. Pour caricaturer, donc ce sont des caricatures, on a des caissiers, des caissières, des livreurs, des livreuses. On a des gens qui galèrent un peu quand même, hein, voire beaucoup en ce moment, avec l'augmentation du coût de la vie. À gauche, on a, au premier étage, on a ce que j'ai appelé la PBI, la petite bourgeoisie intellectuelle. Donc on peut caricaturer avec des métiers en disant c'est des professeurs, c'est des intermittents du spectacle. C'est peut-être vous d'ailleurs, non ? Souvent j'ai des PBI, des petits bourgeois intellectuels, voire des grands bourgeois. 100%. Pardon ? 100%, ok. Parfois j'en ai un petit peu aussi, des petits bourgeois économiques. Des gens qu'on peut représenter avec des artisans, des banquiers, des conseillers immobiliers, des petits artisans aussi, parfois. Quand on monte au 2e étage, donc là on a un peu plus de pouvoir, d'argent, on a la grande bourgeoisie intellectuelle ou culturelle, hein, ça dépend les auteurs. Là on a les directeurs de théâtre, on a certains journalistes de gauche, ils sont à gauche hein, dans l'immeuble. Et à droite on a la grande bourgeoisie économique, donc des patrons de TPE, des traders, des choses comme ça. Je parle de choses, hein, vous avez... c'est pas des gens. Non, faut que j'arrête le mépris comme ça. Et donc sur le rooftop, il y a un rooftop sur mon petit schéma. On a un K. Donc le K, pour reprendre un peu le papa Lagui, c'est les gens qui n'ont plus besoin de travailler. Donc K comme capitaliste, comme classe dominante, comme oligarchie, comme classe dirigeante. Voilà, je mets tous ces gens dans le même panier, peut-être à tort ou à tort, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont au-dessus de ça et qui peuvent se permettre de nous regarder un peu de haut sur le rooftop. Je vais mettre ça là, il y a une petite place. Hop. Voilà papa, je suis en transition entre 2 projets. Et j'ai besoin d'un logement. Est-ce que tu accepterais de m'héberger à la maison ? Ah bah il n'y a pas de souci, hein, tu fais comme tu veux. Hein. 1 semaine plus tard. Oh, t'as regardé le match hier, il y a eu combien, tu peux me dire, parce que je me suis couché avant la fin. Moi. Non mais Mathieu, là va falloir que tu me dises ce que tu fabriques de tes journées un jour là, ça va pas, je comprends rien à ce que tu fais. Ah bah faut me demander papa, en ce moment je suis en train de créer une autre association pour aider des étudiants qui sont un peu paumés autour du bac, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, c'est du conseil en orientation finalement. Mais t'es payé pour ça. Ah bah non, papa, tu connais l'associatif, tu sais comment ça marche. Mais je te rassure, j'ai encore un peu d'allocation Pôle emploi, et puis après, on verra bien, c'est dans 8 mois, on n'est pas rendu là. Ah non, mais moi je suis pas d'accord, t'es en train de me dire que tu profites de la société, là. Ah non, c'est l'inverse. Je suis en train de dire que je fais profiter la société. C'est l'inverse. Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Si tu veux rester à la maison maintenant, il va falloir payer un loyer. Mais papa, t'as pas besoin de cet argent. Alors mes amis,
Le papalagui a une profession. Alors, il est difficile de dire de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui devrait être fait avec plaisir, mais que la plupart du temps, le papalagui n'a pas envie de faire. Avoir une profession, c'est faire toujours une seule et même chose, la faire si souvent qu'on peut la faire les yeux fermés et sans effort. Un papalagui sans métier ne peut pas se marier, et chacun est obligé d'avoir un métier. Les papalaguis ont autant de professions qu'il y a de pierres dans la lagune. Chaque acte devient une profession. Quand quelqu'un ramasse des feuilles mortes, il en fait sa profession. Quand quelqu'un lave la vaisselle, il en fait sa profession. Tout ce qui peut se faire avec les mains ou la tête est un métier. Même avoir des idées ou observer des étoiles. Il n'y a que la profession qui puisse donner à chacun le droit d'agir. De là, mes amis, vient la plus grande détresse des papalaguis. Alors, c'est mon père, de manière symbolique, c'est mon père qui m'a permis d'avoir ma première profession. C'était vers le bac et c'était dans un grand magasin d'ameublement suédois, dans un entrepôt énorme. Mon travail était de préparer les commandes des clients sur un chariot comme ça. Et par jour, on faisait entre 25 et 30 km dans l'entrepôt en poussant des tonnes de matières premières, des cartons. Vous voyez de qui je veux parler ? Ce qu'on redoutait avec mes collègues étudiants principalement, c'était les cuisines. Les cuisines, l'été, il y a beaucoup de gens qui changent de cuisine, sachez-le. Et les cuisines, c'était entre 1000 et 2000 kilos à mettre sur 2 chariots. Il fallait d'ailleurs 2 chariots comme ça. Il y avait les plans de travaux, donc on commençait par les plans de travail. Tac, on les portait, tac, on les mettait là, tac. Ensuite, on mettait les lave-vaisselle, on mettait avec le lave-vaisselle, il y a le four, merci, le four, tout le reste, etc. Ça nous prenait 20 minutes. 20 minutes. J'ai fait ça 3 mois, 3 étés de suite, donc pendant 3 ans. Et à la fin de chaque été, j'avais les mains au réveil qui restaient comme ça. Tiens. Puis mon cerveau, il disait à mes mains, il bougeait. Mais mes mains, elles bougeaient plus. Et donc, il me fallait bien 2-3 minutes pour les réveiller, mes mains, à la fin du mois d'août. Donc, je me suis dit, je vais peut-être continuer mes études. Pour avoir les mains qui bougent. Vous savez, travail de bureau, tout ça. Et donc, j'ai fini par faire des études plutôt de droite. Voilà, c'est un de mes gros défauts. J'ai fait des études de droite, j'ai fini par faire des études d'entrepreneuriat pour apprendre à entreprendre. Parce que nous sommes dans un monde libéral et il faut savoir se débrouiller, entreprendre, être force d'initiative. N'est-ce pas ? Je me transforme et là je deviens quelqu'un de droite. Ce serait marrant. Et donc, après mes études, qui étaient très joyeuses, j'ai pas compris le délire. Parce j'étais en master, on était dans un collectif, on faisait la fête, on avait des bandes. Je sais pas si vous vous rappelez ce concept, on a des bandes. On est entre bandes de potes, on s'amuse, on apprend des choses, vraiment, c'est plutôt chouette, une chouette période, en tout cas les études pour beaucoup de gens. Et la fin des études arrive, et là, on bascule dans un autre univers, on retourne chez nos parents, on est tout seul, on doit chercher un travail, on doit se vendre, on fait moins la fête. C'est le jour et la nuit pour moi, c'est très dur, moi qui ai une enfance heureuse, de vivre ça. Je me dis, en fait, c'est la fin de l'enfance. C'est la fin de l'enfance, c'est la fin de l'enfance, c'est ça le monde des adultes. Et je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Je voyais des potes déprimés. Vous connaissez la durée moyenne de chômage subi d'un bac plus 5 en France ? Non. 6 mois. Bonne réponse. Monsieur, franchement... Il a toutes les stades. Toutes les stades. C'est l'expérience. Date de naissance de François Mitterrand ? 1933. Non, bien avant. Menteur.
Bref, 6 mois, ouais. C'est 6 mois de chômage subi. Ça dépend si vous êtes après en fac d'histoire ou en fac d'informatique. Hein. C'est 6 jours pour la fac d'info et c'est 6 ans pour la fac d'histoire. Non mais c'est une blague. Je t'ai dit. C'est mon humour. Faut le détecter. Ouais. Et donc, en tant qu'entrepreneur, quand même, j'ai quelques idées de projets pour quand même m'amuser au travail. Je vois 2 idées sur lesquelles vraiment il y a un gros potentiel. Le business de la mort, parce que c'est sous-exploité, ça n'attire personne et qu'on va tous mourir. Même s'il y a peut-être une vie après la mort, on ne sait pas, hein. Mais on va tous mourir, d'une certaine manière. Et le business du chômage. Parce que là, il y a un gros potentiel dans les années à venir. J'étais comme ça. Et donc, je voyais mes potes déprimés et j'avais envie de les aider. Donc, avec des amis, on a créé une association en 2015-2016 pour réunir les gens plutôt diplômés, plutôt autonomes. Hein. Ça allait de bac plus 2 à bac plus 8. Les doctorants ont des gros problèmes d'employabilité. Hein. Vraiment. C'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence gesticulée, ça pourrait l'être. Et le but, c'était de proposer de faire de la recherche d'emploi conviviale et collective. Tout simplement. Le matin, on est ensemble, on cherche du taf, on s'entraide, on se file nos réseaux, on se file nos billes, on se donne des retours. Et l'après-midi, on s'amuse. On s'amuse, on va à des visites de culture, on va jouer à la pétanque, on va au ciné, on profite du temps libre. Donc le but, c'était quand même de changer de regard sur cette période. Et ça a plutôt bien marché, hein. Je dois vous dire que ça existe encore, surtout à Nantes. Notre slogan, c'était « Pourquoi chercher seul quand on est 6 millions ?» Et ils proposaient finalement des sortes de promos de 2 semaines, qui existent encore, je le répète. Le but, c'est de réunir 10-15 personnes dans un endroit pendant 2 semaines à temps plein, et de proposer un cadre pour avoir le sentiment d'avoir des collègues, vous savez, ce sentiment d'avoir un réveil qui sonne, d'avoir une team, ouais, d'intégrer une team. Donc nous, on ne parlait pas de chômeurs, on parlait de jobbers. On ne parlait pas de recherche d'emploi, on parlait de co-searching. Et on avait un espace de travail qu'on appelait le co-space. Moi, j'étais en mode anglicisme, vous avez vu. Hein. Et donc, voilà. C'est une période assez heureuse, je me sens utile, les gens ont le smile. 400 personnes passent, donc en 3 ans. C'est dans cet asso que j'arrive à me salarier. Mais, au bout de 400 personnes, je commence à me dire, il y a peut-être un problème, là, parce que c'est les mêmes discours. Et je vois bien que les gens, s'ils n'ont pas ce foutu CDI, là, en fait, ils n'ont pas cette considération d'eux-mêmes qui leur permet d'exister en société. C'est assez dingue, hein. C'est qu'on a tellement intégré le truc qu'on ne peut pas se permettre de se présenter sans activité professionnelle, donc comme l'a fait Paul. On ne peut pas assumer, dire bah moi en ce moment, je garde mes enfants, je fais de la photo, je me balade en forêt. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, même en passant par des associations comme celle-là. Et je me rends compte, progressivement, je commence à quand même basculer, parce que moi je pensais que le chômage, j'étais un bon petit soldat de Myriam El Khomri, si vous voulez. Myriam El Khomri disait qu'il faut lutter contre le chômage, il faut tendre la pleine emploi. Et moi je me disais, mon argument pour aller chercher des sous, c'était de dire, les gens, s'ils sont mieux dans leur tête, ils vont trouver du taf plus facilement. Très dur à mesurer, mais c'est vraiment ce qui se passe. Le but est qu'ils trouvent un travail. Mais progressivement, je comprends que les gens, en fait, ils sont obligés d'être des gens qui ne sont pas. C'est-à-dire, on avait un atelier, c'était trouver des points communs entre nous. Et donc les gens, ils vont raconter ce qu'ils aiment faire. Et après, quand on leur demande ce qu'ils cherchent comme travail, ça n'avait rien à voir. Et donc, je vois un décalage, un gouffre entre ce que les gens aiment faire et ce que les gens font, ou recherchent à faire. Et je me dis, il y a un problème. C'est qu'on est mis au service
on est des étrangers à nous-mêmes en fait. Et le but est d'être mis au service d'un système pour marchandiser du temps, pour produire de la valeur marchande. Et là, je commence à vriller. Je me dis, mais le problème, c'est pas le chômage, le problème en fait. Le problème, c'est le travail. Là, je commence, vous comprenez, à m'éloigner de la mission sociale de mon association. Je commence à faire ce qu'on appelle un brown out. Vous voyez, le brown, c'est tout marron, c'est flou, c'est perte de sens, quoi. C'est pas le bord ni le burn, c'est le brown. C'est le marron. Je commence à lire, je commence à me renseigner sur le sujet, donc j'apprends évidemment 2 millions de burn-out par an, j'apprends évidemment les inégalités de salaire entre hommes et femmes, j'apprends les discriminations raciales à l'emploi, j'apprends les bullshit jobs, j'apprends le lien entre l'écologie et le monde du travail. Les chiffres, hein, ils commencent à sortir, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les économistes, mais si on ne change pas notre manière de produire, si on veut respecter les accords de Paris, il faut travailler combien d'heures par semaine à votre avis en France ? 5. On est plutôt sur 8 heures par semaine. 14, entre 5 et 10 quoi. Ça peut être la retraite à 30 ans aussi, hein. Ça marche. C'est soit la retraite à 30 ans, soit 6 heures par semaine. C'est comme vous voulez, hein. Après, c'est au choix de chacun. Mais on est à la ramasse quand tu vois les manifs là, sur les retraites, la retraite à 60 ans, hors sujet. Hors sujet les gars. Non, mais j'étais à manifester, évidemment, je chantais ces slogans, mais j'y croyais pas, parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques. Le monde du travail, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux écologiques. Bon, je commence à faire le lien avec tout ça. Je vois tous ces gens pris dans le piège, ce que je commence à voir comme le piège, et je me fais la promesse de l'éviter, éviter le salariat, éviter de vendre mon temps, si possible. En tout cas, dès que c'est possible. Avec des amis de l'époque, avec d'autres amis, hein, parce que vous imaginez bien que c'est d'autres valeurs qui commencent à prendre le dessus, on crée un collectif qu'on appelle le collectif Travailler moins, à Nantes. Et le but, c'est... parce que j'ai un petit problème à l'époque, en tant qu'entrepreneur social, c'est que j'acquiers des noms de domaine Internet, donc des sites Internet. J'ai une sorte de passion pour ça. Et donc j'acquiers plein de sites Internet en me disant qu'il y a un potentiel pour faire un projet derrière, etc. Complètement timbré, quoi. Et je constate que le site www.travaillermoins.fr est disponible. Mais je me dis, mais c'est impossible. C'est incroyable, c'est l'avenir. C'est l'avenir, si vous voulez. Donc je l'achète. Alors c'est des locations d'1 an, hein. Faut payer tous les ans. J'ai arrêté de payer, donc le site est à l'abandon, hein. Je m'excuse par avance si vous allez voir. Et on fait un after workless. Donc un after workless, c'est un événement plutôt voilà, pour travailler moins en soirée après le travail. Ça commence à 16h, hein. On fait exprès de mettre ça assez tôt pour forcer les gens à se casser de leur bureau. Et ça a fait un petit buzz à Nantes, c'était en septembre 2017. On a 20 000 personnes intéressées et on est complètement dépassé parce qu'on se dit on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La police nous appelle pour nous demander d'annuler l'événement. Donc nous on maintient, finalement on mobilise plusieurs bars pour recevoir les gens. Au final on est entre 150 et 200, ce qui est quand même bien. Je veux dire, pour un afterwork, c'est cool. De gens pas connus, c'est cool. Et on se rend compte que c'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de gens. Et donc c'est là où finalement on s'accorde sur un mot, le mot détravail. Un mot qui n'existe pas trop dans le milieu militant de l'époque, pour parler du travailler moins. Et on se met à le défendre, à essayer de le définir et à le défendre, pour, un peu comme la décroissance que fait avec la croissance, avoir un mot un peu obus pour dire, bah non, nous, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous avez la croissance, la décroissance, vous avez le travail, ah ouais, vous avez peut-être le détravail. C'est-à-dire que... Et ça parle à beaucoup de gens. Donc à notre événement, il y avait des médecins, il y avait des entrepreneurs qui bossaient trop, il y avait des chômeurs. On avait même un petit truc, on a fait un petit exercice sympa, c'était chacun avec une étiquette avec son prénom.
combien d'heures tu bosses par semaine, combien d'heures tu aimerais bosser par semaine. Et donc, juste pour finir, après je te laisse la parole. Et donc, il y avait des gens qui mettaient 35 heures 21. C'était globalement ça. Hein. Mais il y avait des gens qui mettaient 21-0. Il y a des gens qui mettaient 50-35. Il y a des gens qui mettaient 0-0, évidemment. Est-ce qu'il y avait des ouvriers? Quelques-uns, mais c'était minoritaire, évidemment. Là, on est en ville, on est dans des bars... c'est pas des bars de prolo, non. C'est pour ça que c'est un sujet... Il y avait des chômeurs précaires, mais qui étaient plutôt diplômés, plutôt bac plus 3. Quoi. C'est clair. C'est le gros défaut des milieux militants sur ce sujet, c'est que on n'arrive pas, ou on n'a pas envie, ou on n'a pas les codes, ou on n'a pas le courage, ou on n'a pas l'argent, ou on n'a pas... Ouais, on a perdu beaucoup de liens avec les prolos. Moi, j'essaie de le faire, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. C'est après dans le discours aussi. Dans le discours. On parlera de François Ruffin après. C'est juste une réflexion, c'est que la valeur travail est à déconstruire dans les milieux le rez-de-chaussée dont tu parlais tout à l'heure. Alors, oui. Et c'est plus compliqué. Oui, mais eux, ils savent ce que c'est le travail, si tu veux. Oui. Eux là. Oui, là, je te parle de la valeur travail. Ouais, mais eux là, je peux te dire que les petits bourgeois intellectuels se sont mis en masse à défendre le travail. Et ma conférence, elle est surtout à destination de cette case, donc c'est-à-dire les gens à qui je parle le mieux, pour qu'ils comprennent le privilège que c'est d'avoir un taf qui te plaît, de choisir un peu ce que tu fais, choisir tes horaires, choisir d'être indépendant, etc. Parce que défendre le travail, parce que nous, en tant qu'individus, on a un travail qui est acceptable, qui a du sens, qui nous plaît, dans un rythme qui nous plaît, c'est un putain de privilège, en fait. Et on n'entend pas ça dans la bouche de ces gens. Et moi, mon propos, c'est attention, vous êtes en train de faire le jeu de eux avec ce discours. C'est juste ça qu'il faut réaliser. Donc moi, je titille évidemment les friotistes et tous ceux qui veulent s'attacher aux mots et s'attacher à la valeur travail, à gauche. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je crois qu'il faut frontalement l'attaquer. Et je vais vous expliquer un peu après. J'ai de sérieux arguments pour ce faire. Donc ouais, il y avait quand même une variété de populations qui n'étaient pas représentatives de ce schéma. Je suis d'accord avec toi. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir parler à des médecins et parler à des entrepreneurs, parler à des profs, parler à plein de gens différents, de travailler moins. C'était un angle d'attaque sur le sujet qui est quand même intéressant et qui est peut-être sous-exploité. En tout cas, on pourrait vraiment, je pense, imaginer des actions un peu radicales sur le sujet et défendre autre chose que la semaine de 32 heures, par exemple, ou la semaine de 4 jours, qui est, je le rappelle, une escroquerie, puisque le gouvernement de Macron défend la semaine de 4 jours, mais de 36 heures. Et oui. Alors, je suis là jusqu'à demain, hein, donc on pourra parler évidemment longuement de... si vous avez des réactions ou des points de vue à partager. Tac. Donc, le détravail. Et je réalise aussi, on réalise avec les copains, qu'on n'a rien inventé du tout. Hein. Faut quand même le préciser, parce que depuis les années de 1850, quasiment, tous les 10 ans, t'as un type ou une type qui va rédiger un truc en la matière. C'est juste qu'on ne connaît pas, mais en 1880, vous avez le fameux « Le droit à la paresse » de Paul Lafargue. Mais avant ça, vous aviez Thoreau, Henri David, il a changé de nom, il paraît, qui expliquait que le dimanche, en fait, ça devrait être justement le jour qu'on travaille. Si on doit travailler, on travaille le dimanche, et puis tout le reste de la semaine, on kiffe, quoi. Je résume trivialement ce qu'il dit quand même. C'est un peu plus compliqué que ça. Après, on a la révolution sociale du début du XXe, on a les anarchies des années 30, on a les situationnistes des années 60, on a les décroissants des années 70, et après, on a eu une masse d'œuvres sur le travaillement. Moi, un des auteurs qui m'a le plus marqué, c'est André Gortz, qui
qui, pour le coup, l'explique très très bien, c'est l'outil technique nous a tellement permis de produire des choses et d'augmenter la productivité que de manière assez logique, on pourrait justement répartir le travail restant entre nous et répartir les richesses produites entre nous pour pouvoir faire baisser la quantité de travail subi pour tout le monde. C'est malheureusement pas du tout ce qui se passe par les temps qui courent. Gortz, il dit aussi, il parle de société du temps libre, mais moi quand j'en parle aux gens et tout, mais ils ont peur du temps libre en fait. Je ne sais pas si vous connaissez des pré-retraités qui ont peur de la retraite, mais je connais quelques-uns. C'est assez effarant de voir à quel point pendant 40 ans ils ont été dans une bulle, un schéma de vie du lundi au vendredi, avec des vacances, des congés, un schéma de vie qui est très très organisé autour du travail. Et quand on leur dit hop, t'enlèves la bulle du travail, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait d'autres choses à explorer, que c'était important justement avant la retraite de s'exprimer, d'aller dans des environnements qui nous plaisent et d'avoir d'autres bulles finalement d'activité. Mais on a peur du temps libre en France. C'est-à-dire que les gens ont peur de l'ennui et ont peur de s'éloigner des écrans aujourd'hui. Mais c'est un paradoxe quand même parce qu'on dit on veut travailler moins, mais d'un autre côté, moi je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur du temps libre. Donc il y a tout un truc à faire, en tout cas beaucoup d'éducation populaire à faire sur ce sujet. Le temps libéré, on ne le voit pas en dehors de la consommation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense aux loisirs, on pense aux vacances, on pense à partir en voyage, on pense à dépenser des sous, en fait. Pour la plupart, je pense. Là, il faut quand même citer une initiative de 1980 qui s'appelle le Ministère du Temps Libre, qui est peu connu dans les milieux, dans le monde militant, en tout cas dans le mien, les gens ne connaissent pas du tout. En fait, ça existait pendant 2 ans. Et c'était quand même une initiative qui était intéressante. Le but était quand même de permettre aux gens d'apprendre à explorer, et pas à exploiter, à explorer ce temps libéré créé par la baisse du temps de travail généralisé. Et le but était de sortir quand même un peu de la consommation. On s'est vite sorti, on est vite parti sur le tour de la rigueur et vers des loisirs consommateurs. Il reste une chose quand même de ce ministère qui a duré 2 ans, vous savez peut-être, ce sont les chèques vacances. Voilà, c'était les chèques vacances. Mes amis, pour le papa Lagui, l'argent est son amour. Tous les blancs y pensent, même quand ils dorment. Presque tous donnent leur santé pour le métal rond et le papier lourd. Au pays des blancs, il n'est pas possible de vivre sans argent du lever au coucher du soleil. Tu dois payer, ça veut dire donner de l'argent, pour le sol où tu te promènes, pour l'emplacement où se trouve ta hutte, pour la lumière qui éclaire ta hutte. Tu dois payer pour tout. Et il faut même payer pour naître et pour mourir. Je n'ai trouvé qu'une chose pour laquelle en Europe, on ne prélève pas encore d'argent. Vous savez c'est quoi? Une idée? Non? L'aspiration de l'air. Pourtant, je croirais presque que c'est un oubli. En plus de cela, le papa Lagui est toujours insatisfait et il accuse le grand esprit de ne pas lui avoir fait don de plus de temps. En Europe, il n'y a que peu de gens qui ont véritablement le temps. Ils courent presque tous, traversant la vie comme une flèche. Ils se comportent comme si celui qui va vite était plus digne que celui qui va lentement. Et je crois que le temps lui échappe comme un serpent dans une main mouillée. Justement parce qu'il le retient trop. Il ne le laisse pas venir à lui. Alors pour l'aspiration de l'air, on peut le remettre en question parce que ça nous coûte
de la santé d'habiter dans des environnements polluants, à côté des autoroutes. Hein, quand on voit l'exemple flagrant, c'est la banlieue parisienne, hein, c'est catastrophique. Hein. Les gens qui vivent à côté des autoroutes, dans un air pollué, ils vivent moins longtemps. Donc, dans le Papalagui, l'exemple d'il y a 100 ans, il marche plus trop. Il existe des barres à oxygène. Et il existe des barres à oxygène en Chine. Au Japon. Au Japon, je ne sais plus. Pendant les vacances, on va s'oxygéner. Bon, comment ça va, mamie? Comment il va ton potager? Alors comme ça, il paraît que tu vis sur le dos des autres? Ben non, mamie, qui c'est qui t'a dit ça? Mais quand c'est que tu vas commencer à t'y mettre? Quand c'est que tu vas commencer à la gagner, ta vie? Mais m'y mettre à quoi, mamie? En ce moment, je m'y mets, en fait, parce que je fais plein de choses. J'écris un bouquin, je fais les municipales avec une liste citoyenne, c'est super. Nous, à notre époque, on en voulait, les jeunes. C'est plus ce que c'était, la jeunesse. Mais on en voulait de quoi, mamie, en fait? Si c'est d'argent, t'es mal placé pour me parler de ça, parce que toi, t'as élevé tes 8 enfants, mais t'as pas été payé pour ça. Tu t'es fait avoir aussi, finalement. Tu vois, moi, je suis bénévole et je suis pas payé, mais c'est à peu près la même chose que toi quand tu t'occupais de tes enfants. T'étais pas payé pour ça. Mais toi, t'as pas d'enfants. C'est pour ça, tu dois travailler. On n'a rien sans rien. Mais ta gueule, la vieille. Alors, pardon, mamie. Ça devait sortir. C'est énervant quand même qu'on ne nous laisse pas tranquille. On demande vraiment pas grand-chose. En tout cas, on demande rien à personne. Et parce qu'on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait, on n'est complètement pas considéré par l'ensemble, par beaucoup de personnes. Et donc, ça a été mon combat pendant des années, ça l'est toujours, c'est de valoriser le temps libéré, de reconnaître la valeur non monétaire que c'est de lire, que c'est finalement de vivre. Hein, on en parlait hier sur l'atelier avec Baptiste. Mais le bénévolat, les activités humaines, quelles qu'elles soient, les plus importantes, n'ont pas de valeur financière en fait. La fois où j'ai le plus eu cette pression sociale, c'était un mariage en 2019. On jouait au jeu des points communs. Vous savez, les mariés, ils doivent deviner le point commun des gens qui se lèvent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, ce jeu. Non. Mais nous, dans l'Ouest, on voit tous les mariages, tous les anniversaires. Donc, en tout cas, c'est les gens qui ont des lunettes se lèvent, et les mariés doivent deviner le point commun des gens qui se lèvent. Après, tu as tous les gens qui sont nés telle année, tu as tous les gens qui travaillent dans telle boîte, etc. Et arrive la dernière question, et moi je m'étais pas encore levé, j'avais envie de jouer. Pour préciser que je connaissais vraiment pas grand monde à ce mariage, on était 150. Et l'affirmation c'est tous les gens qui sont à la retraite se lèvent. Donc moi je suis avec ma pote et je suis là, bon, Agathe, je me lève ou pas, ça peut être marrant quand même, ça peut pimenter un peu la soirée, tu vois. Mathieu, non, te lève pas. Pas non. Moi, j'avais bu 2 verres de rouge. 2 ou 10, je ne sais plus. Je me lève. Fièrement. Donc, en face de moi, une quarantaine de personnes âgées se lèvent et me font face, littéralement. Un autre jeune se lève avec moi. Hallucinant. Et là, je me dis, j'ai un collègue de lutte. Le mec se rassoit, il voulait rigoler en fait. Le mec se rassoit, il voulait amuser ses potes. Ah, ça, il bien rigolé. Et moi, je me retrouve bloqué debout comme ça. Et là, les gens,
me regardent vraiment bizarrement. Les gens, ils sont là. Oh là. Moi, je prends tout ça. Je prends toute cette énergie. 150 personnes qui vous regardent et qui ne comprennent pas le point commun entre moi et tous ces anciens. Les mariés ont galéré. Pendant 2 minutes, c'était gênant. Et moi, et je dessoulais en 30 secondes. Je me rassois et on finit par leur donner un indice qui est ils sont toujours en vacances. Donc on trouve, les mariés trouvent, je me rassois, et là une expérience somatique exceptionnelle. Des coups de batte de baseball dans le bas de mon dos. Immédiat. Bam, bam, bam. Au point où je manque de m'évanouir, je vais dehors, le bar d'un, titubant un petit peu comme ça. Je rigolais pas du tout. Donc, j'ai une explication assez simple, même si voilà, on pourra en discuter après. J'ai absorbé cette pression sociale sur ce sujet du travail en direct, et je l'ai somatisé en direct. C'est là où corporellement je me suis dit, waouh, c'est contre-culturel de se positionner sur ce sujet. J'ai perçu la gravité finalement de cette position pour le consensus, quoi. Parce que dans mon monde à moi, non mais en tout cas dans mon milieu social, on critique assez facilement le capitalisme. En fait, on est plutôt d'accord à gauche pour critiquer le capitalisme. Mais quand il s'agit de parler de travail, en fait, on critique pas le travail. On critique pas le travail parce qu'on veut pas critiquer les travailleurs. Ça, c'est un raisonnement qui est assez commun à gauche, de François Ruffin à François Hollande. En fait, on ne peut pas s'attaquer au travail. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quand même très lié. Et ça me fout un peu les boules d'avoir des gens qui critiquent le capitalisme sans critiquer frontalement le travail. Parce qu'il y a un sociologue qui s'appelle Robert Castel qui a résumé un peu le traquenard dans lequel on est, avec la figure du travailleur pauvre. Le piège, il est assez simple à comprendre, c'est que d'un côté, donc depuis 40 ans, il y a un chômage qui s'est instauré, donc il y a plus de personnes qui cherchent du travail que de postes. Contrairement à ce que vous dit Macron et Pôle emploi. Donc il y a un chômage de masse qui s'installait depuis 40 ans. D'un autre côté, depuis 40-30 ans, on va survaloriser dans les sphères médiatiques et politiques le travail et le rôle que ça a pour les individus et la société, comme je l'ai fait dans mon discours introductif avec Myriam El Khomri. Et de l'autre, le revers de la médaille, c'est qu'il faut stigmatiser ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Il faut stigmatiser tous les non-travailleurs. Et en fait, en faisant ça, et beaucoup de gens tombent dans le panneau là et là, surtout, je trouve, c'est qu'on préfère, si vous voulez, avoir un travail de merde que de ne pas avoir de travail du tout. On préfère être un travailleur pauvre qu'un non-travailleur. Et c'est comme ça qu'on accepte une dégradation des conditions de travail depuis une trentaine d'années, finalement. C'est ça qui est... Il y a un chantage économique et moral qui fait que finalement les propriétaires et la bourgeoisie disposent d'une main-d'œuvre abondante et docile. Il faut absolument que je vous parle de ça. Ça marche, hein. Ce discours, il marche très bien, encore aujourd'hui. Il y a un projet qui est super... Il s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous savez. Et en fait, Territoire zéro chômeur de longue durée, ils sont vraiment pro-travail, pro-emploi. Ils considèrent qu'on doit mettre en avant le droit à l'emploi, le droit au travail.
c'est quelque chose qui est dans le préambule de notre Constitution, hein, le droit à l'emploi. Donc les bourgeois ont quand même réussi à faire passer le travail pour un droit. Alors je rappelle ce que c'est qu'un droit. Un droit, il y a le droit de vote, le droit de la liberté d'expression, des choses qui sont plutôt cool, quoi. Le droit de manifester, mais le droit au travail, le droit à l'emploi, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut comprendre quand même ce que c'est la chance d'être exploité, le droit à l'emploi. Hein. C'est ça. Hein. C'est bon ? Vous l'avez ? C'est pas un droit. Si vous voulez, de mon point de vue, vu que l'emploi c'est du travail et que le travail est une condition politique et non pas une valeur qui repose sur l'exploitation des uns par rapport des personnes par rapport à d'autres, le droit à l'emploi, c'est la chance, c'est le synonyme, hein, la chance d'être exploité. Donc c'est un nouveau paradoxe, c'est qu'on a réussi à faire passer ça pour une chance dans la Constitution par le droit à l'emploi. Moi je veux bien un droit au massage, un droit à la raclette le dimanche, si vous voulez, des choses qui sont cool, mais pas le droit à l'emploi, c'est pas possible. Mais ça on le voit plus, on le voit plus. On devrait pouvoir défendre un droit au non-travail à la limite, un droit à l'autonomie, un droit au temps libre. Mais si vous voulez, la bourgeoisie, donc ces gens-là, les caca, ont besoin quand même que l'ensemble des Français et Françaises croient un minimum dans la valeur travail pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis pour qu'ils puissent aussi se taire et les servir. Pour que finalement, c'est ça, la valeur créée financière leur revienne davantage qu'aux salariés. Mais on a besoin de croire à cette valeur travail du point de vue de la bourgeoisie, si vous voulez. Et on a besoin aussi de titiller cette fierté-là, cette fierté du travail bien fait, du travail plus productif, etc. Chez les gens, qui soient fiers de se donner dans le monde ouvrier, c'est encore un peu le cas. Moi, mon père, il a été fier de donner de son temps et de sa santé, mais pour ses employeurs, en fait. C'est ce que je lui dis à chaque fois. Je fais, en fait, t'as permis à des gens de s'enrichir. Toi, tu t'es juste cassé les deux épaules. Donc, bon, ça lui a permis d'emprunter pour acheter une maison aussi. Donc, ça... Enfin, voilà. Il n'y a pas que du mauvais, mais quand même. J'arrive bientôt à la fin. Je vous précise... Conclusion. Dernière question pour vous. Quand même. Quel serait pour vous l'inverse, l'opposé du travail ? Alors, c'est une question, moi j'aime bien raisonner un peu comme Baptiste Minondo l'a fait hier, reposer les questions. Quel serait pour vous l'inverse du travail ? Alors réfléchissez 15-20 secondes comme ça, spontanément pareil. Ce serait quoi l'opposé ? Monsieur ? La passion. La passion. Intéressant. D'autres idées ? Se cultiver. Se cultiver. Ça veut dire que travailler, c'est s'enterrer. Cultiver, s'enterrer. Prendre le temps. Prendre le temps. Perdre le temps. Perdre le temps. Perdre son temps. Ok. C'est intéressant cette question parce que je l'ai posée une fois et dans la salle, il y avait une personne qui disait la mort. Évidemment. La liberté. Et une autre personne, pas loin, qui disait la vie. Bah ouais. Bah ouais. Mais la réponse que moi qui me parle le plus, elle n'arrive pas souvent. Alors ça rejoint un peu la passion, mais c'est les enfants qui la donnent. Donc j'ai eu la chance de la jouer devant quelques enfants, et à chaque fois ça marche. Et je dis aux enfants, quand tu sors de la salle, tu travailles bien à l'école, quand tu sors de la classe, qu'est-ce que tu fais dans la cour ? Jouer. Jouer. Ce que je voulais dire jouer. Et les enfants à chaque fois, ils sont je joue. Quelle question ? Enfin, c'est pas une... C'est évident en fait. C'est le jeu.
Pourquoi c'est cette réponse qui me semble la plus pertinente, en tout cas c'est mon avis. C'est l'avis aussi de Giuseppe Renzi. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est un anarchiste italien du début du XXe siècle qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Contre le travail » en 1923. Mais vous savez, mes sources, on s'entend. 1923, il écrit Contre le travail, donc je me suis dit que j'allais lire. C'est un livre dont le titre me parlait quand même un petit peu. Et Renzi, pour lui aussi, c'est le jeu. Alors pourquoi ? Le jeu, rassemble, on va dire, les activités qui sont faites pour elles-mêmes. C'est la grande différence qui fait entre une activité faite pour des résultats, donc pour un objectif qu'il y a derrière l'activité. Quand on travaille, c'est pour avoir de l'argent, ou c'est pour avoir c'est qu'on a des intérêts qui sont autres que l'activité en soi. Et je sais pas, donc, quand je vais faire un foot avec mes potes, j'y vais pas pour autre chose. Si vous voulez, j'y vais pour faire un foot avec mes potes. Quand je vais travailler, j'y vais pour travailler. Mais j'y vais surtout pour gagner un peu d'argent, pour remplir le frigo et payer mon loyer. Donc le jeu rassemble toutes les activités qui sont faites pour elles-mêmes dans sa définition originelle. Et en fait, ce qui est intéressant avec Renzi, c'est qu'il fait le lien entre les classes sociales et cette question du jeu. Il nous dit, mais en fait, il ne faut pas séparer la société entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ça n'a pas beaucoup de sens finalement au niveau militant de faire ça. Il faut séparer la société entre ceux qui jouent et ceux qui travaillent. Je précise. En fait, là, plus vous êtes en haut de l'immeuble des classes sociales, plus vous jouez finalement. Et il parle de travail-jeu, parce que les bourgeois ont réussi à faire de leur jeu une activité fort rémunératrice. Ils vont vous dire qu'ils travaillent énormément, mais ils mangent au resto toute la journée. Gérard Larcher. Hein ? On a eu Gérard Larcher, je connais pas. Président des Sénats. Mais je connais pas ce qu'il fait de ses journées. Il mange beaucoup au restaurant. Peut-être qu'il mange beaucoup, je sais pas. Il travaille. Mais donc c'est Macron et compagnie, ils vont vous dire qu'ils travaillent énormément, mais quand tu regardes ce qu'ils font, en fait, ils mangent, ils parlent. Ça me rappelle les Grecs. Les Grecs. Il y a 2000-2500 ans. En fait, j'ai lu, alors j'étais pas là en 2000, il y a l'époque, mais ils avaient une conception assez similaire finalement de Renzi. Pour eux, il y avait des activités qui étaient nobles, qui étaient dignes de l'humain. Le jeu en faisait partie, la contemplation, l'activité politique, certaines activités artistiques. Il y avait aussi la lecture, enfin voilà. Des choses qui sont faites aujourd'hui par le haut du panier, par les gens sur France Inter et France Culture. Et le travail, en tout cas les activités qui étaient liées à des résultats à atteindre, les activités productives, étaient déléguées à des esclaves, je le rappelle. Aujourd'hui, les esclaves sont des auto-entrepreneurs. Bon, c'est un peu différent. Mais c'est un peu la même chose. Et donc, c'est intéressant de penser en jeu. Parce que finalement, la petite bourgeoisie intellectuelle, elle est concernée par ça. Les gens qui se lèvent le lundi, à la question, c'est quoi ton jour préféré ? Les gens qui se lèvent le lundi ou le mardi, c'est des gens, en fait, ils sont fiers de montrer leurs privilèges. Souvent, pas tout le temps, parce qu'il y a plein de métiers où finalement on travaille le week-end et on est en week-end le lundi et le mardi. Je pense aux gens qui travaillent dans la santé. Mais c'est intéressant ce point de vue, parce que le lundi, finalement, c'est les gens qui kiffent un peu leur taf. C'est les indépendants, c'est les gens qui bossent parfois dans l'ESS, c'est les gens qui arrivent à mettre un peu d'eux-mêmes dans ce qu'ils font. C'est les gens qui peuvent aussi choisir leur temps de travail, choisir leur mission. C'est des gens qui arrivent à mettre un peu de jeu dans leur activité rémunératrice. Contrairement, en tout cas, à ceux qui subissent un peu leur métier et qui n'attendent que le vendredi ou le samedi pour pouvoir se reposer déjà et jouer. Renzi nous dit une chose qui est quand même fondamentale, et c'est mon dernier paradoxe, qui s'appelle le paradoxe de Renzi, tout simplement, qui est déterminant. C'est la cerise sur le gâteau de cette conférence, je vous l'annonce.
toutes les luttes sociales, il nous dit toutes les luttes sociales, elles ne peuvent s'appuyer que sur une conception dénuée de valeur morale du travail. Il dit, il y a un chapitre qui s'appelle « La dévalorisation morale du travail crée la valeur économique ». Un peu chiant à lire. Moi, les essais comme ça, c'est pas trop mon truc. J'ai lu 3 fois pour bien comprendre ce que ça voulait dire. Et j'ai compris. En fait, si vous considérez le travail comme quelque chose qui a beaucoup de vertus, qui est moralement juste, de fait, le concept, il est OK. Comme c'est le cas dans le catholicisme, pas mal, ou dans la religion, enfin, il y a 500 ans, on avait un sort, si vous voulez. On avait un sort, il fallait travailler pour s'absoudre des péchés. Il fallait... on n'avait pas moyen de contester son sort parce que c'était quelque chose de normal, de moralement accepté et voire juste. Si on considère le travail comme quelque chose qui est moralement viable et valable, comment voulez-vous derrière défendre finalement les travailleurs, le sacrifice que ça représente en fait? Et donc c'est pour ça qu'il dit la meilleure manière d'aider les travailleurs et de valoriser financièrement leur travail, c'est de démonter le travail. En fait, il faut absolument le dégommer de tous côtés. Il faut attaquer la valeur morale du travail, et y compris le mot, pour pouvoir derrière reconnaître le sacrifice que c'est pour les travailleurs. Exemple très concret. J'ai passé mon CAP boulanger il y a 2 ans. En tant que boulanger, j'étais sur le marché du travail des boulangers. Un marché en tension. Parce que il y a de plus en plus de jeunes qui n'acceptent pas de bosser la nuit. Ce qui est plutôt chouette, hein, comme revendication en tout cas. Mais pour moi, c'est un sacrifice de bosser la nuit. C'est un sacrifice de bosser tout court, mais c'est un sacrifice de bosser la nuit. Et donc, en entretien, il faut dire, moi, je ne travaille pas la nuit. C'est-à-dire que je veux bien me lever à 6-7 heures du matin, il n'y a pas de problème. C'est quand même se lever tôt, 6 heures du matin. Mais par contre, je ne me lève pas à 2 heures. Quand il fait nuit, on dort. On leur rappelle le fonctionnement du corps, etc. C'est des gens qui ont un peu oublié ça parce qu'ils délèguent à d'autres, donc ils ont oublié que la nuit, se lever la nuit, c'était quand même un peu compliqué. Et donc en disant non, c'est un sacrifice. Je veux dire, ce travail, c'est un sacrifice. Je refuse vos conditions. Donc je m'extrais du marché. Je déserte. Je déserte le monde du travail sur ce secteur. En faisant cela, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crée chez les employeurs? Je fais, ok. Les employeurs, ils sont forcément obligés d'écouter et d'entendre les nouvelles revendications qui sont amenées par des gens qui considèrent le travail comme des sacrifices et qui désertent ou qui se syndiquent, mais en tout cas qui tapent du poing sur la table et qui disent « Votre travail, c'est un sacrifice, vous me prenez 35 heures par semaine, voire plus avec les temps de transport, ça me fatigue, ça ne me permet pas de faire les choses que j'aime, j'ai autre chose à faire de ma vie, il faut absolument qu'on reconnaisse l'exploitation que c'est. Donc, pour le bien-être de ceux qui restent dans le milieu du travail et pour ceux qui vont intégrer ce monde du travail, il faut attaquer le travail en tant que valeur et en tant que concept. Je me suis fait comprendre ? Oui. Donc c'est un paradoxe qui a du mal à être appliqué à gauche et à l'extrême gauche aujourd'hui en politique, puisque François Ruffin, jusqu'à François Hollande, défendent la valeur travail parce qu'ils considèrent que les travailleurs n'ont pas compris que le travail c'était une exploitation. Et ils considèrent que les travailleurs ne sont pas assez peut-être intelligents, en tout cas, pour comprendre que le travail c'est une exploitation. En tout cas, ils n'assument pas, ce serait trop dangereux stratégiquement et politiquement que de se confronter au travail en tant que concept, comme une exploitation capitalistique des uns sur les autres. Ça s'entend stratégiquement, je veux dire, je leur en veux pas, mais par contre, il faut, je pense, en tout cas c'est important qu'on arrive à discuter et à reconnaître le sacrifice que c'est et la condition politique que c'est le travail du XXIe siècle. J'ai 3 petits tips quand même à vous filer. Donc en tant que petit bourgeois intellectuel, la première chose c'est quand même, faites attention quand vous vous levez le lundi, ou le mardi d'ailleurs, mais parce que pour la plupart des gens, la vie c'est le week-end. Il faut remettre les choses dans son contexte, comme je vous l'ai dit.
essayer de reconnaître ses privilèges et essayer aussi de comprendre que c'est parce que vous vous levez le lundi, c'est parce que des gens se lèvent le samedi ou le vendredi que vous vous levez le lundi, si vous voulez. C'est que, comme le disait Baptiste Minondo hier, les tâches pénibles, elles sont faites par certaines personnes, les tâches qui sont moins pénibles, elles sont faites par d'autres. Du coup, si on peut être en capacité de se lever et dire « Moi, mon jour préféré, c'est le lundi parce que je kiffe mon taf », c'est parce que d'autres, ils vont curer tes chiottes, grosso modo. Ou laver ton espace de travail. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Je pense que c'est déterminant, là on l'a vu avec ce qui s'est passé dernièrement, il faut absolument soutenir financièrement, c'est un peu paradoxal de dire ça, ou en temps, mais les médias indépendants qui vont creuser ce sujet. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a besoin d'une contre-culture sur ce sujet, et c'est déterminant si on veut que ça se démocratise comme sujet. La notion de détravail et voire d'anti-travail, hein, comme c'est le cas aux États-Unis en ce moment, avec le mouvement anti-work qui prend un peu d'ampleur. On a besoin de contre-culture sur ce sujet et de citoyens et citoyennes qui se mobilisent sur ce sujet. Et le troisième truc à faire, s'il vous plaît, ne demandez surtout pas aux gens qu'est-ce qu'ils font. Dans la rue, en soirée, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a plein d'autres questions, mais en fait, il faut comprendre, je crois, que poser cette question à quelqu'un, ça peut être perçu comme de la politesse, certes, mais poser cette question, c'est faire le jeu des bourgeois. C'est considérer finalement que ce qu'il y a derrière, on l'a vu, c'est l'emploi, que les activités marchandisables en tout cas, sont au cœur de notre identité et au cœur de notre système. Si vous voulez arrêter de faire le jeu des bourgeois, il faut poser d'autres questions. D'où tu viens? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Il y a 1000 manières de rentrer en interaction avec quelqu'un. Mais le tu fais quoi? En tant que personne de gauche, je crois qu'on doit arrêter de le poser en soirée. Voilà. C'est l'heure de la dernière prise de parole. Bon, j'ai regardé les infos, Mathieu, là, c'est pas glorieux ce qui vous attend, les jeunes, là. La guerre, le réchauffement climatique, ça va être compliqué pour vous. Je suis au courant, papa, je suis au courant, mais faut se dire qu'il y a beaucoup de choses à réinventer, il y a tout à créer, donc nous, c'est une source de créativité de dingue, en fait, qu'on nous propose avec cette crise globale actuelle. Ah, on s'est peut-être fait avoir finalement à bosser comme des cons pendant 30 ans. Je pense que oui, mais on est tous dans le même bateau en fait. On s'est tous fait avoir et on est tous en train de se faire avoir. Mais il y a un truc que je comprends pas, Mathieu, quand même, c'est que pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi ça tombe sur toi? On t'a jamais transmis ce truc de pas aimer le travail, enfin, je comprends pas. En vrai, papa, t'as fait un super taf. Tu m'as permis, par ton travail, hein, tu m'as permis de faire des études, tu m'as permis de rencontrer des gens, tu m'as permis de lire, tu m'as permis de monter des projets, d'être là, bon, modérément quand ça allait pas trop, mais tu m'as permis avec maman d'avoir la possibilité de réfléchir un petit peu, d'avoir d'esprit critique sur ce sujet. Et tu m'as permis d'être en fait plus épanoui, je crois. Ah bah, c'est un sacré résultat quand même. Sans rire, je voulais te dire merci, papa. Et merci à vous de m'avoir écouté pendant 1h30. Cette conférence est gratuite, évidemment, puisque vous n'avez compris que je ne travaillais pas, et qu'une conférence gesticulée, ça se joue.